Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview box anglaise sur Fight Minds. Aïe aïe aïe, que d'excitation, que d'excitation, un bonheur absolu de parler de cette carte et plus particulièrement de ce main event. Peut-être preview un peu plus longue que les dernières parce qu'il y a un peu plus de trucs à dire et vous connaissez notre passion pour les poids lourds et pour les combats de championnat du monde poids lourd. On va vous en dire plus de ce choc 100% britannique au stade national. Il y a tout est réuni pour en faire un combat culte et on va vous en dire plus de suite. Avant tout ça, j'en profite, double pub. Alors une première pub pour nous-mêmes, la vidéo sur l'histoire de la boxe que je vous tease depuis des mois, qui en 35 minutes va vous condenser tout ce que vous devez savoir sur la boxe, tout ce qui vous fait peur dans la boxe, qui fait que vous osez pas vous lancer vraiment à 100% dans cette passion magnifique qu'est la boxe, pour les ceintures, les catégories, pourquoi il y a 25 champions du monde, comment on en est arrivé là en partant des gars à l'époque du noir et blanc. Ça vous racontera tout en 35 minutes. C'est le plus gros taf que j'ai jamais fait personnellement sur une vidéo de ce type. Et je suis documentariste, donc c'est vous dire. Il y a 70 heures de taf sur une vidéo de 35 minutes. On a fait le travail de condensation maximum, on s'est donné à fond sur toutes les parties, le montage, sur la narration, sur l'écriture, et c'est la première d'un nouveau format qui arrivera sur la chaîne, des vidéos historiques de boxe qui vous raconteront les légendes du ring, puisque c'est le nom du format. Ça sort le 24 septembre, ça devrait pas tarder à être en première si jamais vous voulez mettre la cloche pour être prévenu quand ça sort, parce que vraiment on y a mis du cœur et je pense que ça vous sera utile dans le futur si vous vous lancez dans la boxe, et vous comprendrez mieux, par exemple, on va en parler aujourd'hui du bordel de la ceinture IBF, pourquoi c'est un combat de championnat du monde et en fait non, mais Usyk dans tout ça. Si vous regardez la vidéo, vous allez beaucoup mieux comprendre toutes ces histoires. Deuxième pub, et là c'est une vraie pub pour Shadowboxing App. Ceux qui l'ont jamais vu, restez pitié, parce que la pub c'est Hollywood, donc je vous dis à de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Shadowboxing App. Vous rêvez de débuter ce sport magnifique qu'est la boxe, mais vous ne savez pas par où commencer. Bien, j'ai la solution pour vous. Je vous présente un nouvel élève. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Kabir. Et comme beaucoup de nouveaux élèves, Kabir fait n'importe quoi. Heureusement, son coach est là pour le rappeler à l'ordre. Bon, le sac, c'est pas trop ça, alors Kabir s'essaie au shadow. Sans grand succès. Et grâce à son partenaire d'entraînement, Kabir va enfin voir la lumière. Kabir vient de découvrir Shadowboxing App, l'application qui t'accompagne dans tes entraînements et révolutionne le shadow. Grâce à Shadowboxing App, tu peux non seulement découvrir les bases de la boxe, mais aussi casser la routine. Si t'en as marre des shadows un peu ennuyeux et que tu veux découvrir autre chose à la maison comme à la salle, télécharge Shadowboxing App. L'application est notée 4,9 par plus de 6200 utilisateurs à travers le monde. Mais surtout, grâce à Shadowboxing App, Kabir le nulos est devenu Kabir le monstre. Et maintenant, son coach est fier de lui. Pouvoir continuer à l'aider à progresser. Téléchargez Shadowboxing App, les liens sont dans la description. Heureux. J'espère que vous avez kiffé la pub. Pour ceux qui ont passé, qui ont avancé ou qui ont fait 10, 10, 10, 10, 10, retournez la voir. Vous allez kiffer. C'est pas juste un placement de produit. En plus, c'est une application française, 100% française, Shadowboxing App, qui vous aide soit à découvrir la boxe et à vous entraîner avant de rentrer dans une salle de boxe si vous avez un peu peur de vous lancer, soit qui vous aide tout simplement si vous êtes confirmé à améliorer un peu votre niveau en Shadow et surtout à sortir de votre routine en Shadow. Avec Kabir, on l'utilise, alors qu'avec Kabir, je pense qu'on est des pratiquants confirmés maintenant depuis le temps, et on utilise Shadowboxing App, ça sort du truc, c'est un peu ludique, enfin c'est très ludique, c'est un peu jeu vidéo. En faisant votre shadow, c'est trop bien. En parlant de Kabir, je suis accompagné de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir.
Salut Dylan, salut à tous. Ouais, super, super semaine là. On est excités comme des fous. On fait que de regarder des vidéos, de parler de ça. Même à la salle, on fait que de parler de ça. Je disais en off à Dylan, on prend même l'accent anglais. On se prend pour des Anglais tellement on est matrixé par le combat qui va arriver ce week-end. Donc c'est la folie. Bah, c'est ce que je vous disais en fait en fin de vidéo du récap de Canelo. Il y a quand même quelque chose de particulier dans un combat de championnat du monde poids lourd. Il y a aussi quelque chose de particulier dans un combat de championnat du monde poids lourd de boxe. Il y a quelque chose de particulier dans un combat 100% britannique. Les Britanniques qui quand même surdominent la catégorie de la boxe poids lourd depuis un petit moment quand même. Il y a vraiment un truc exceptionnel qui se passe. Combat au stade national, 96 000 personnes. Donc on parle évidemment de la carte Wembley Edition, la Riyadh Season Card, qui sera headlinée par Joshua et Dubois. Combat de dingue. Je commence rapidement par vous mettre du contexte avant qu'on passe à l'analyse pure et dure. Ce combat est pour la ceinture IBF, pas la ceinture IBF intérimaire, pas la ceinture IBF, bon voilà, la vraie ceinture IBF de champion du monde, détenue par Monsieur Daniel Dubois. Pourquoi Daniel Dubois a la ceinture IBF, me direz-vous, et je comprends tout à fait la question, parce que Usyk est censé être champion undisputed de la catégorie poids lourd. On vous avait fait des vidéos à l'époque quand il y avait eu tout ce foutoir avec l'IBF et Usyk. Donc je vous invite à aller les voir si jamais vous voulez constater par vous-même l'évolution en direct. Mais pour vous faire un résumé simple et clair, Usyk était menacé par l'IBF d'être strip de sa ceinture parce qu'il fait un rematch contre Tyson Fury. Ce qui veut dire qu'il ne défend pas sa ceinture contre son mandatory IBF qui était Daniel Dubois. Daniel Dubois qui a combattu il y a pas longtemps contre Usyk en étant le mandatory WBA. Donc Daniel Dubois qui est très 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 bien managé, depuis avait eu une chance après avoir perdu contre Usyk de façon assez criante, avait eu une chance à la ceinture intérimaire IBF en devenant donc mandatory IBF contre Filip Hrgović. Daniel Dubois avait battu Filip Hrgović, il avait pris la ceinture IBF intérimaire, ce qui lui donnait le droit à un title shot pour la ceinture IBF. La ceinture IBF était la prochaine à défendre dans le Gloubi-Boulga unifié des ceintures de Usyk. Donc Usyk a refusé de défendre sa ceinture IBF pour le rematch contre Tyson Fury, qui était un rematch contractuel, etc. Mais on va même pas rentrer là-dedans. Donc Usyk allait être strip. Usyk a pris les devants et a dit bon, plutôt que d'être strip, je donne la ceinture, en fait, je laisse vacante ma ceinture. Dubois, par définition, est upgradé au rang de champion du monde poids lourd, IBF. Et ça met un peu plus d'enjeu sur le combat Joshua Dubois, qui est maintenant un combat pour une ceinture de champion du monde. Joshua peut devenir 3 fois champion du monde, ça on va en parler un peu plus après. Mais ça met plus d'enjeu. Je pense qu'il y a eu les Saoudiens qui ont dit laisse partir ta ceinture IBF, parce que les Saoudiens, leur rêve, je vous le dis, ça fait un moment qu'on le dit, on le sait, c'est que Fury batte Usyk sur le rematch, c'est que Joshua batte Dubois ce week-end, et qu'on puisse faire un combat undisputed Joshua Fury à Wembley. Voilà, ça c'est le rêve des Saoudiens, c'est le rêve de tout le monde, hein, voilà. Enfin c'est le rêve de tout le monde, non parce qu'on veut pas voir Usyk perdre parce que c'est un être humain en or et un boxeur extraordinaire, mais c'est le rêve de tous ceux qui ont un peu d'oseille et voilà, et c'est le rêve des Anglais aussi. Donc ça c'est l'important. Maintenant vous avez compris pourquoi ce combat était vraiment pour un titre de champion du monde. Encore une fois, la vidéo sort le 24 septembre. Ça va mettre un peu plus ça va vous mettre au clair avec tout ce bordel, la politique, parce que ouais, c'est quand même un sacré bordel. Maintenant, on va pas débattre sur les organisations alphabet, etc. pendant 2 heures. Juste, c'est un combat de championnat du monde poids lourd à Wembley entre deux Britanniques. Ultra, méga, giga combat, showdown, 100 000 personnes dans le stade quasiment. On avait eu ça en 2022, en avril 2022, avec Fury White, combat entre deux Britanniques. Bon, un Britannique très adoré, un Britannique détesté. Parce que White est pas très apprécié du public, alors que Fury l'est beaucoup. Là, ça va être un peu 50-50. C'est deux gars de Londres. C'est un sacré combat. On va survoler la carte très rapidement, avant d'arriver au plat de résistance, au main event. Donc là, c'est Mark Chamberlain qui ouvre la carte contre Josh Padley. Ensuite, on aura Joshua Buatsi contre Willie Hutchinson. Willie Hutchinson, ça c'est un gros combat par contre. C'est un gros combat. Ouais. Alors, Liam Smith contre Josh Kelly a malheureusement été annulé. Pareil, c'était un très beau combat. Surtout revoir Liam Smith, ça faisait plaisir. Anthony Kakachi contre Josh Warrington.
On va en parler très rapidement parce que aussi il y a un bordel par rapport à l'IBF, comme de par hasard. Et en co-main event, Tyler Denny contre Hamza Shiraz. Je suis pas convaincu du main event. On va en parler aussi. Alors, on commence par le commencement. Marc Chamberlain contre Josh Padley, Kabir. Bah gros challenge dans la catégorie des poids légers. Marc Chamberlain, combattant invaincu, qui avait fait un très très beau fight à Riyad il y a quelques mois maintenant. Donc on l'a vu, il avait vraiment gagné avec la manière dès le premier round. Donc c'était un combattant plutôt dur. Ça va. Je pense que dès le début ils veulent nous mettre des étincelles dans les yeux en faisant des grosses oppositions avec des gros cogneurs. Donc face à lui, la Josh Padley que j'ai un peu moins vu, mais que je vois comme un combattant assez résilient et des combats et des derniers échanges qu'il avait fait, c'est un combattant assez solide. Mais je pense que c'est vraiment un combat qui est là pour mettre en avant Marc Chamberlain. Bah ouais. Ils lui ont mis un challenger qui est plutôt pas mal avec un certain niveau, mais ça reste quand même en dessous des ambitions de Chamberlain, qui, on le rappelle, dans la catégorie des poids légers, veut monter. Et je crois même qu'il est déjà plutôt bien classé, même au niveau. Ouais, il est top 10 partout. Ouais, c'est ça. Il est dans le top 10 partout, même The Ring. Et effectivement, c'est le combattant préféré de Turquie. On le répète à chaque fois qu'on parle de Marc Chamberlain, mais c'est le combattant préféré de Turquie, ce qui fait qu'il est très poussé, il est très mis en avant. Il a pas forcément un pédigré qui lui mériterait d'être sur toutes les cartes, les main cards de tous les combats Riyadh Season, mais il y est parce que justement à chaque fois, il gagne avec la manière. À Ring of Fire, effectivement sur la sous-carte de Furuzi qu'il avait gagné au premier round de façon il avait roulé sur son adversaire. Il est surpuissant, il a une technique étrange. Ouais. Visuellement c'est bizarre, il est très raide mais il est surpuissant et c'est efficace. Maintenant il est dans une catégorie, on en a déjà parlé, la tier list des catégories, tout ça. Il est dans une catégorie difficile et où tout le monde s'évite. Donc il est un peu dans une catégorie à la con, mais s'il continue à être mis en avant comme ça par Riyadh Season, par ses promoteurs, etc., il va vite avoir un title shot. Oui. On n'en doute pas une seconde. Surtout que c'est un Britannique et qu'on voit que la boxe britannique a un second souffle en ce moment. Elle est jamais vraiment morte, mais là en ce moment elle a un vrai gros second souffle. La preuve, on refait une carte à Wembley 2 fois en 2 ans, c'est quand même pas mal. Ouais, non, c'est que surtout sous l'égide de la Riyadh Season, c'est qu'encore une fois, il y a tout l'aspect business lié à Riyadh Season qui a la volonté déjà de mettre en avant l'Arabie Saoudite dans l'événementiel sportif, mais surtout de s'exporter. On l'a vu avec l'UFC Noche, la Riyadh Season UFC Noche, pardon. Ouais, voilà. Là, on le voit maintenant avec la Riyadh Season Wembley Edition. Donc en fait, ils vont se rameuter un petit peu partout. Pourquoi pas en France d'ailleurs? Si Turquie, tu regardes la vidéo, franchement, un petit event au Stade de France, on est preneur. Ouais, alors, comment tu remplis le Stade de France? C'est la question, tu mets qui? Parce que là, aujourd'hui, on a personne pour remplir le Stade de France. Malheureusement, ouais. Yoka, bon voilà. D'ailleurs, on vous fera peut-être une petite vidéo actu très rapide sur ce sujet. Je vous l'avais dit, il y a des mois. L'oracle, attends. Il y a des mois, je vous l'avais dit. Cristal, mais ça fait l'affaire. Ah ouais, non, vraiment. Là, je commence à les, parce que je vous avais dit pour Naoya Inoue aussi, là, le co-main event avec Nakatani pour faire finalement le combat et tout. Je vous l'avais dit tout ça. Après, on va pas parler de toutes les fois, je me suis planté là, on parle que des fois où j'ai réussi, merci. J'avais dit Yoka contre Joyce. J'avais dit pour moi, c'est le seul combat qui fait sens aujourd'hui pour les deux. C'est un combat de pognon, il est facile à vendre. C'est la revanche de 2016 des JO. Les gens, tout le monde a crié au scandale. Normalement, Joyce aurait dû gagner. Il est facile à vendre ce combat. Ouais, totalement, il est facile à vendre. Il est facile à vendre. La rédemption pour les deux, le combat de la dernière chance. Celui qui perd, ciao les ambitions. Celui qui gagne, il repart de plus belle. Non, franchement, voilà. Et là, Yoka a signé chez Queensberry. Donc ça, par contre, ça va peut-être lui mettre un sacré coup de boost parce qu'on va peut-être le voir sur une carte intéressante bientôt. Et bon, Joyce est aussi chez Queensberry, donc c'est facile à faire comme combat. Mais j'aimerais qu'on voit effectivement qu'on voit Yoka. Là, il a pris ses 2 victoires. On en a pas parlé, mais il a combattu il y a 2 semaines. Il a gagné par KO au 2e round. Il a combattu dans une salle des fêtes au fin fond de l'Angleterre, mais c'est ce qu'il voulait. Donc très bien. Ils ont respecté leur propre plan. C'est ce qu'ils voulaient. Avec sa team, ils ont été au bout. Maintenant, je pense que c'est un combat où il y a un peu de pognon, il y a un peu d'intérêt, facile à vendre. Donc voilà, on en fera une vidéo peut-être dédiée, mais Yoka Joyce est dans les tuyaux. Voilà. Donc je suis content. Merci Monsieur Frank Warren de regarder les vidéos de Fight Minds. Merci. N'hésitez pas à envoyer un petit texto la prochaine fois pour dire merci de l'idée. Et pareil pour le tournoi. Si un jour vous êtes chaud. Pareil pour le tournoi, Monsieur chez Turki. Dylan. L'histoire du tournoi, ça vient de chez Dylan. Rappelez-vous.
Ah ouais, putain, si ça se fait vraiment, par contre, je vais commencer à m'inquiéter quand même. Je vais commencer à demander des droits d'auteur. Sur ce, on passe à Buatsi contre Willie Hutchinson. Ouais, bah duel britannico-britannique, ça se dit? Ouais. Ouais, Un duel entre deux Britanniques. Hutchinson qui nous a régalé lors de son passage à Riyadh Season. Il avait fait un excellent fight de bout en bout. Il était ultra dangereux notamment comment dire, à très courte distance dans le coin. Il a envoyé des magnifiques accélérations. Il est tout jeune, mais il a beaucoup d'expérience. Et là, ça va être intéressant de le voir chez lui, puisque il sera à Wembley. Et puis là, ça va être pour un titre intérimaire, donc ça va être sympa. Puis Buatsi, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est vrai. Là, il y a un vrai fight, vrai fight. Ouais, totalement. Buatsi aussi, c'est un combattant que lui, on n'a pas beaucoup vu en dehors de la Grande-Bretagne. Il a essentiellement boxé dans le circuit entre guillemets national, mais il a quand même bien grappillé le circuit traditionnel avec tout ce qui est Commonwealth, ceinture britannique. Donc il a pu quand même affronter le top niveau en anglais. Oui, clairement. On peut considérer chez les poids lourds légers, chez les poids lourds, enfin dans les grosses catégories comme le top poids, le top européen voire monde. Donc ça va être un gros combat, je pense. Celui-là, il va être difficile à pronostiquer parce qu'on est face à deux combattants qui ont les mains lourdes. Et c'est pas un style similaire, mais c'est deux combattants qui sont un peu de type, on va dire, brawler. Donc c'est des combattants qui ont une boxe propre, mais qui sont capables quand même d'avoir des bonnes fulgurances en termes d'agressivité, de sauvagerie entre guillemets, mais ça reste toujours propre. Et donc ça va aussi bien cogner. Je pense pas que ce combat il ira à son terme, honnêtement. Et ouais, je pense pas non plus. Parce qu'on a des gros cogneurs et là ça va être en 12 rounds, donc oui, en plus c'est un 12 rounds effectivement. C'est ça, et ça va être une opposition qui n'ira peut-être pas à son terme, donc celui-là faudra pas cligner les yeux. C'est marrant, ils ont tous les deux 18 victoires et 13 KO. J'ai vérifié ça, mais effectivement, c'est marrant. Mais oui, il y avait Craig Richards, effectivement, Buatsi avait affronté Craig Richards, il avait fait, pas Buatsi, pardon, Hutchinson avait fait un sacré combat pour la ceinture Silver WBC. Bon, qui est pas remise en jeu là. Là, c'est la ceinture WBO intérim. Bon, pourquoi? Bon, bref, c'est n'importe quoi. Bon, on verra grâce à la vidéo qui sort le 24 septembre. Vous comprendrez. Ouais, on va vous la teaser. Ils vont même vous la teaser chez les gars du MMA pour vous dire à quel point ils en sont fiers. Le retour du boss de Chris, c'est littéralement, je crois que j'ai jamais autant kiffé devant une vidéo YouTube de toute ma vie. Ça c'est son retour. Et moi je l'ai pas regardé pour garder la surprise, pour la regarder en même temps que vous. On va la regarder en film avec les viewers. J'avoue qu'il me tarde que tu la vois. Son dernier combat aussi effectivement, c'était contre Dan Aziz à Buatsi. Ça avait été un combat extrêmement médiatisé. Pour un titre. Parce que combat pour le titre Commonwealth et britannique je crois. Et ça avait été très médiatisé. Et ça avait été vachement parce qu'il y avait une grosse rivalité entre les deux et tout. Et Buatsi avait pas déçu. Moi, je dirais Buatsi favori pour moi. Ok. Voilà. L'expérience, tu vois, et un peu plus de sagesse, un peu plus de... Je sais pas comment dire, mais je sais pas. Buatsi, je le vois un peu un cran au-dessus. Même si Hutchinson... c'est très intéressant et qui commence à avoir l'expérience des combats en 12 rounds, etc. Mais c'était ce que j'allais dire. J'ai l'impression que Hutchinson, surtout, encore une fois, je remets ça en perspective par rapport à son dernier combat à Riyad et ses derniers combats. En fait, t'as l'impression qu'il a quand même une belle marge de progression globale, et surtout que il est de plus en plus habitué et rodé pour les combats de ce type-là, et que limite c'est le chemin logique et qui continue de monter quoi. C'est vrai que Buatsi, il est quand même s'ils ont le même palmarès, ils ont pas eu le même niveau d'adversité. Hutchinson, il a quand même pas eu beaucoup d'adversaires du même acabit que Buatsi, donc c'est vrai que ça va être un combat difficile. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'ira pas à son terme, en tout cas pour moi. Je suis quasiment sûr aussi, je dirais, alors moi je dirais Buatsi par KO vers la fin quoi. KO 10. Pareil, KO tardif, mais peut-être pas Buatsi. Moi, je suis plus parce que peut-être il y a le côté, mais c'est vrai qu'il est favori, hein. Mais j'aimerais bien voir Hutchinson choper la ceinture, honnêtement. Mais ça s'entend. Mais moi, c'est deux combattants que j'aime beaucoup. Je serais pas déçu à la fin, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Peu importe qui gagne. Bon, on rappelle, Liam Smith et Josh Kelly, ça a été annulé. Mais il y a eu un remplacement de dernière minute côté Turquie. J'ai revérifié justement. En parallèle pour regarder. Et quand tu vas sur BoxRec, justement, ils ont mis à jour, et c'est Ishmael Davis qui a pris le combat. Donc c'est pour ça. C'est vrai que mais du coup, il doit ouvrir la carte, non? Ils ont dû le descendre. Peut-être, hein, c'est pas impossible, mais
Là en direct, je vois le tweet, ouais, en gros, le 16, Ishmael Davis, il a confirmé de prendre Josh Kelly. Josh Kelly, ouais. À la suite d'une blessure. Je pense que ça va ouvrir la carte, du coup. Ouais, ça va certainement ouvrir la carte. Il y a pas de raison. Enfin, je sais pas. Josh Kelly est quand même largement au-dessus de Davis. Bah surtout qu'il prend le combat à la dernière. Ouais, puis il est même pas super welter, Davis, si. Je pense pas que ce soit sa KT de base, mais en fait justement ils sont remontés. Oui, voilà, c'est ça. Le fight on le fait en middle du coup. Parce donc ce sera une ouverture de carte. Ouais, ok. Josh Kelly très sérieux d'ailleurs, hein, très 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 sérieux contender. Oui, c'est dommage, hein, c'est dommage qu'il ait pas pris son adversaire de base quoi. Parce que... Ouais, ça fait un peu mal. Ouais. Mais bon, ouais, du coup, ça va être un combat. On est un peu sur notre fin parce que bon, ils ont quand même maintenu le combat, c'est cool, mais c'est pas. Oui, c'est quand même cool. Ouais, c'est pas le combat qu'on attendait effectivement. Bah ils ont remplacé et puis on est content. Alors si c'est ça, Kelly il est en super welter, mais c'est Davis normalement il combat pas en super welter. Ouais, Davis il combat en middle. Oui, voilà, c'est ça. Il combat en middle. Ok, bah du coup, ouais, bah, Josh Kelly, écoutez, moi j'aime beaucoup Josh Kelly en plus. Je pense il est sur la bonne pente en ce moment, il est sur une bonne dynamique. Ishmael Davis, je connais moins. J'ai vu des combats, mais je connais moins quand même. Honnêtement, je connais, j'en ai vraiment pas. J'ai pas trop vu de fight. Je pense que lui, il a beaucoup boxé dans le circuit. Oui, il boxe qu'en Angleterre et c'est pour ça, je crois que je l'ai vu. La carte qu'il y avait eu à Newcastle, je crois, je l'avais vu. D'accord, ok. Voilà, mais effectivement, j'ai dû voir un ou deux combats. Je connais moins. Josh Kelly, j'aime bien. Donc on verra. Mais ça ouvrira certainement la carte. Effectivement, c'est pas un combat de l'Accabi de Liam Smith, Josh Kelly. Totalement. Voilà. Et ça nous fait un fight, mais bon, voilà. Ça fait un fight, mais c'est vrai que c'est un cran en dessous. Ouais, sans trop de commentaires, parce que malheureusement, même Ishmael Davis, on n'a pas trop de billes sur lui, parce que c'est un combattant qui a pris le combat au pied levé, qui est de la catégorie du dessus, pour vous dire à quel point ils ont pas eu le temps de trouver un super welter solide. Donc puis c'est difficile de suivre effectivement, enfin bon, de suivre tous les combattants. Ensuite, on arrive à Anthony Kakachi contre Josh Warrington. Alors je fais un petit point avant de passer à l'analyse. Alors déjà moi j'adore Anthony Kakachi. L'être humain et le boxeur, la guerre contre Joe Cordina à Riyad sur la sous-carte de Fury Usyk. C'était trop bien. Incroyable. Quel combat. Je crois que c'est le combat hors Fury Usyk évidemment qui a le plus enflammé la salle. Il y avait une ambiance de dingue dans la salle à ce moment-là. C'était incroyable. Franchement, la guerre nucléaire qui se sont fait et Anthony Kakachi qui bat quand même Joe Cordina par KO. Kakachi était vraiment pas favori. Il avait couché, ouais non, c'était vraiment voilà. Sauf que alors donc Anthony Kakachi aujourd'hui est champion du monde IBF et IBO. Voilà. Alors l'IBO, pareil. Je vous en parle dans la vidéo sur l'histoire de la boxe qui sort donc le 24 septembre parce que vous la voyez partout cette ceinture, vous savez pas ce que c'est. Je vous en parle. Il est champion IBF et IBO. Sauf que dans le combat contre Josh Warrington qui aura lieu donc samedi, la ceinture IBF n'est pas mise en jeu. Donc c'est un combat pour le titre IBO qui n'est pas une ceinture majeure, qui fait pas partie des 4 ceintures. Bientôt peut-être l'ère des 5 ceintures avec la ceinture IBO qui est là depuis un moment quand même, mais pour l'instant c'est pas une ceinture majeure. Donc l'IBF n'a pas strip Kakachi. Kakachi n'a pas laissé vacante sa ceinture, il n'a pas perdu sa ceinture, il est toujours champion IBF. S'il gagne ce combat, il sera champion IBF à la fin du combat. S'il le perd, il devra rendre sa ceinture vacante. Voilà. Josh Warrington est considéré par l'IBF comme un combattant inactif parce qu'il n'a pas combattu depuis octobre 2023. Ouais, donc 11 mois, il a en boxe, c'est le 7 octobre et là, c'était contre Lee Wood en plus. Ça me paraît pas si énorme que ça. Après, il est sur 2 défaites. Ça, c'est un autre problème. Il est même sur 2 défaites, pardon. Ça, c'est un autre problème. Mais il est pas classé à l'IBF, Josh Warrington. Et donc, comme il est pas classé à l'IBF, comme il n'est pas dans le top 15 IBF, l'IBF ne peut pas laisser Kakachi défendre sa ceinture contre un mec pas classé. Ce qui veut dire que la ceinture n'est pas mise en jeu, le combat n'est pas sanctionné par l'IBF. Voilà. Donc, Kakachi, s'il gagne, il sera toujours champion IBF. S'il perd, il devra rendre sa ceinture vacante IBF et Josh Warrington ne sera pas champion IBF pour autant. Voilà. Ça, c'était la partie chiante. Sympa. Voilà, maintenant, on va parler de la partie bagarre. Ouais. Donc Warrington contre Kakachi Diapachi. Warrington, combattant ultra dur au mal.
c'est pas le combattant qui est capable qui met énormément de KO. Et d'ailleurs, justement, comme tu le disais, il est sur 2 défaites consécutives. Donc, c'est un combattant qui est plutôt sur la pente descendante, mais qui est quand même assez résistant. Et je pense que Kakashi, ça va être un gros morceau à affronter pour lui. Ouais. Je pense que ce combat-là, il a aussi été fait pour arranger Kakashi, parce que c'est un combattant qui, lui, est assez offensif, a tendance à souvent gagner de manière unilatérale ses combats. Ouais. Et là, ils ont pas fait exprès, mais ils ont arrangé le combat pour lui mettre un gars très très dur, pour voir il va réussir à le briser, sachant qu'il est sur 2 défaites consécutives. Donc je pense que ça va Après, être dernière défaite, sacré combat, hein. On s'en rappelle contre Lee Wood. On avait vu le fight, tu vois. Le combat était incroyable. Enfin, il a pas démérité, hein. Il a non, pas démérité du tout. C'est une sacrée guerre. Hein. Wow. Il a pas démérité du tout. Mais après, ça reste un combattant qui est quand même en dessous sur le plan physique par rapport à Kakashi, qui est lui en pleine pente montante, tu vois. Oui, il est sur la pente descendante, clairement. Et Kakashi, bizarrement, qui est plus vieux, hein, Kakashi qui a 35 ans, 35, ouais. et Warrington qui a 33 ans. Mais Kakashi, en fait, c'est vrai que là, sa deuxième partie de carrière, parce que, en gros, Kakashi, c'était vraiment un gros prétendant au titre, il y a des années. Il avait perdu contre G. Ward, en 2017. Et après, il a dû se reconstruire. En fait, à l'époque, c'était pour le titre britannique et Commonwealth. Donc, il avait dû se reconstruire entre-temps, ce qu'ils ont fait de façon assez incroyable. Là, ça fait un moment qu'il est champion IBO. Il a été champion britannique finalement. Il a même défendu sa ceinture, ce qui est assez rare pour les champions britanniques qui, en général, la laissent vacante. Il a défendu sa ceinture. Et dernier combat, il bat Joe Cordina, qui est peut-être la plus belle victoire de sa carrière en fait. Un Joe Cordina qui est plus jeune, qui est en pleine bourre, qui est champion du monde, qui est invaincu, voilà. Et il a battu Joe Cordina et vraiment il n'y a pas eu, enfin c'est pas une décision controversée, il le bat par KO au 7e round. Après l'avoir déjà envoyé dans, enfin c'est une masterclass de Kakashi vraiment. Ouais. Donc est-ce que, enfin, il a beau avoir 35 ans, Kakashi, en fait, il a jamais été aussi bon de sa vie. Ah, c'est ouf, hein. Ce qui est rare dans les catégories légères, en plus, parce que chez les lourds, vous avez l'habitude que des mecs à 35, 36 ans, c'est là où ils arrivent vraiment à maturité. Chez les légers, normalement, là, c'est en super plume. Normalement, c'est pas le cas. Donc, je suis assez d'accord avec toi là-dessus que Kakashi, en fait, est dans une magnifique dynamique. Ouais. Il sort de la plus belle victoire de sa carrière sur la carte du plus gros, enfin du combat du siècle, Fury Usyk. Donc une carte quand même qui est amenée à rester dans la légende. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont remis ici, tu vois. Je pense que c'est la prestation était folle. Et face à lui, ils lui ont mis un mec qui est capable de faire la guerre, mais qui est pas forcément. Voilà, qui est pas capable forcément de le battre, mais qui est capable d'encaisser pendant 10 rounds. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ce sera un 12 rounds, hein, parce que c'est pour la ceinture IBO. Ouais. Bref, voilà. Encore une fois, la vidéo du 24 vous expliquera tout. Je vais pas faire un laïus sur les organisations alphabet là maintenant pendant 2 plombes. Tyler Denny contre Hamza Shiraz en co-main. Alors, je suis absolument pas convaincu par le co-main. J'adore Hamza Shiraz. Je pense que c'est le turfu de la KT. Je pense qu'il est extrêmement bien promotionné. Ouais. Alors là, promu, je crois. Ouais, mais promu, mais ouais, en tout cas, il le pousse bien. Il le pousse bien. Oui, voilà. On en parlait alors. Queensberry, ils ont envie de le pousser. Parce que tu te rappelles la carte Queensberry versus Matchroom, on va juste en 1 minute rappeler les règles. C'était une sorte de match de foot, considéré un match de foot. Si il y a un boxeur de Queensberry contre un boxeur de Matchroom, celui qui gagne, il gagne 1 point. Si tu gagnes par KO, tu gagnes 2 points. Mais dans les 5 boxeurs, puisque c'était un 5 versus 5, même s'il y avait un 6e combat, bref, on en reparle plus. Et dans les 5 versus 5, il y a un capitaine par équipe. Et si ce capitaine-là gagne, les points sont doublés. Donc en gros, si il gagne par victoire classique, voilà, décision, c'est 2 points. Et si c'est KO, c'est 4 points. Et donc le capitaine du côté Queensberry, c'était Hamza Shiraz. Et forcément, il a gagné le combat par KO. Après, ça a été un long combat. Il a gagné au 11e par Non, c'était un gros combat. Après, ils avaient mis les meilleurs des 2 côtés. Hein. C'était pas, enfin, Queensberry Matchroom, c'était une sacrée carte. Et effectivement, Shiraz, il est très poussé par Queensberry, qui croit beaucoup en son poulain et qui croit en ses capacités de devenir champion du monde. Il est chez les middle, donc chez les middle il y a de la place. Après tu montes chez les super middle pour les money fight quoi. Mais il y a de la place chez les middle. Physiquement il a tous les attributs pour surdominer sa catégorie et monter derrière. Il est jeune, il a le talent, il a la puissance physique, la technique. Enfin c'est un excellent boxeur et c'est un beau boxeur à avoir boxé. Mais là effectivement Tyler Denny, là pour le coup, je suis vraiment pas sûr de l'opposition. Ouais. En fait, je trouve que Hamza Shiraz passé de Austin Williams
Ce que j'allais dire. À Tyler Denis, il y a quand même un... Bah, tu descends, quoi, et c'est dommage. Ouais, Et c'est c'est ça, tu pareil, même descends. en termes, après, bon, les ceintures, c'est les ceintures et le circuit est un peu tordu. Ouais. Mais du coup, pendant Queensberry Matchroom, c'était pour une WBC Silver. Ouais. Bah, ça Maintenant, aussi, vous saurez. il va, il va boxer pour une ceinture européenne, Ouais, là, c'est la middle. ceinture européenne, c'est Et la EBU. après, tu vois, et en fait, sachant que ces ceintures-là, c'est plus des ceintures de transition, hein, tu sais, les silver, les Oui. méditerranéennes, on en Ouais. parlera le 24 septembre. Mais en tout cas, ces ceintures-là, c'est la ceinture qu'on compte, c'est la World, en gros. C'est la ceinture mondiale, en gros. Bien sûr. Et il a de la place parce que on en parlait ce week-end. Il y a eu aussi Canelo qui a boxé, mais dans sa carte, il y avait Lara qui a fait un combat assez, je vais pas dire anecdotique, pour respecter mais dur. le combattant, mais c'était pas un combat qui m'a fait kiffer, je vais pas vous mentir. Non. Et donc voilà, c'est lui par exemple, c'est un des champions de cette KT. Il a de la place. Et après, il y a un frère Charlot qui boxe jamais. Donc en fait, chez les middle, il a de la place, donc il peut. Ce sera, en fait, c'est un combat de transition pour qu'il soit connu auprès des Britanniques et du monde. Et après, ils vont commencer à le pousser pour qu'il essaye de choper une ceinture middle, puis monter en super middle, parce que c'est là où ça se passe. Parce qu'en fait, les middle, il a rien, c'est un peu cru ce que je veux dire, mais il a pas grand chose à gratter. Au vu non, mais c'est exactement ça. De son âge, il a 25 ans, du temps, il a encore 10 ans, là, 10 belles années devant lui, qui reste pas chez les middle. Et là, il va faire un beau combat à Wembley, il faut qu'il gagne avec la manière, il a, à mon avis, pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, non, alors par contre, il a vraiment pas le droit à l'erreur parce l'exposition qui va avec, comme tu dis, ils font tout pour le pousser. C'est pour ça qu'il est en co-main event d'une aussi grosse carte et d'un événement pareil. C'est pas normal. Parce que c'est pas anecdotique de mettre en co-main event de ce genre d'événement. Parce que alors pour avoir déjà fait une Fight Night à Wembley, je peux vous dire qu'au début de la main card, il y a personne dans le stade. Tout le monde est à la buvette, il y a personne dans le stade. Il y a que les passionnés en fait. Et en fait, c'est le co-main event, là, c'est vraiment ça, il commence à arriver au co-main. Il commence à faire nuit et tout, il commence à arriver au co-main les gens. Voilà. Et en fait, ils se disent bon, bah, c'est là qu'il y a du spectacle. Et ils veulent pas mettre un combat. Ils vont jamais mettre un combat inintéressant. Non. Et là, tu vois, entre guillemets bizarrement, par exemple, t'as un combat pour une ceinture mondiale juste avant, mais regarde là, on va mettre en co-main event un combat pour une ceinture européenne. Tu vois, quand tu regardes froidement, tu te dis mais c'est bizarre en termes d'enjeu, c'est pas le combat le plus important, mais c'est juste le star power que ils veulent en tout cas lui donner à Hamza Shiraz, qui fait qu'ils vont le mettre en co-main event. Moi, je suis comme toi, je suis pas du tout d'accord avec ce choix parce que sur le plan sportif, ça a, à mon sens, peu d'intérêt, mais bon, tu connais Turquie, il fait ce qu'il veut. Donc, oui, et puis Turquie, et puis je pense aussi Franck. Enfin là, il y a un peu. Aussi Franck Warenko, bien sûr. Et puis Shiraz, il a tout ce qu'il faut pour devenir effectivement une méga star. S'il fait une prestation de dingue, ça va l'asseoir vraiment là-dedans. Il va devenir une star. Les gens seront connectés aussi sur le pay-per-view. Pareil, il y a des gens qui achètent le pay-per-view et qui arrivent surtout que là c'est un pay-per-view qui va être pas cher par rapport aux autres pay-per-view puisqu'il a été baissé à $20 dans le monde entier, 20 livres, $20, etc. Alors que normalement vous savez c'est 60, 70, 80 chez nos amis britanniques et chez nos amis américains. Donc là les prix ont été vachement baissés, vachement contenus, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter juste pour regarder le main event. D'ailleurs passez par DAZN si vous voulez. Oui. D'ailleurs c'est sur DAZN, les liens en description, effectivement. 7 jours gratuits, je crois, 7 jours d'essai qui vont avec l'achat de votre pay-per-view. Et effectivement, les gens vont se connecter vers le co-main en fait. Aux États-Unis, pareil, vu que l'heure à laquelle va être diffusée la carte, les gens vont arriver tard, donc vers le co-main. Enfin, c'est le moment de mettre soit tu mets un combat ultra important. Là, il y a pas de combat vraiment ultra important sur la carte. Donc de ceinture d'enjeu. Voilà, il y a pas un combat, il y a pas un combat de ceinture, il y a pas un combat mondial, etc. Enfin, encore une fois, Kakachi, c'est un peu particulier puisqu'il n'y a pas vraiment la ceinture IBF. Mais Hamza Shiraz, du coup, ils veulent en faire la star de la carte. Ouais. En dessous du main event. Alors, Joshua contre Dubois. Alors, je vous introduis l'aspect, avant de parler de la technique avec Kabir, je vous introduis l'aspect un peu politique et historique, l'importance historique de ce combat. Joshua peut devenir triple champion du monde poids lourd. Ce qui ferait de lui, il rentrerait dans un cercle ultra fermé, c'est-à-dire il y a Holyfield, Ali, et je crois que c'est tout. Je vois pas d'autres triples. Non, je crois qu'il y en a un troisième. C'est pas Foreman? Non, double. Foreman double, Lewis double. Parce que peut-être triple Lewis. Peut-être triple champion du monde Lewis, non? Ah non, attends. Rahman, quand il perd contre Rahman, c'est sa deuxième prise de ceinture ou troisième?
Je saurais pas te dire là de tête. Bon, ils rentrent dans un cercle très fermé. Je crois qu'ils sont 4 et je crois que j'ai oublié le quatrième. Ce qui est une honte pour un mec qui vient de se taper 70 heures sur une vidéo de l'histoire de la boxe. Mais bon, ça m'a fait fumer le cerveau apparemment. Ouais. Donc ils rentrent dans un cercle très fermé, sauf qu'il y a quand même deux trois trucs à remettre dans le contexte. Et ça aussi, je suis désolé d'insister avec cette vidéo, mais vous le saurez en regardant la vidéo. Ali, la particularité d'être 3 fois champion du monde, c'est qu'il est 3 fois champion du monde linéaire. Linéaire pour faire très 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 court, parce qu'encore une fois je l'explique en détail dans la vidéo qui sort le 24. Le championnat du monde linéaire, c'est Deman ou Beat Deman. Donc en fait c'est comme ça qu'on retrace les champions du monde depuis El Sullivan, le premier champion du monde en 1892. Deman ou Beat Deman. Donc il n'y a pas d'histoire de ceinture alphabet, il n'y a pas d'histoire et tout, c'est vraiment la descendance, la ligne, l'héritage de ce championnat du monde depuis 1892 des poids lourds. Je vous expliquerai quand il y en a un qui prend sa retraite, tous ces trucs-là, c'est expliqué dans la vidéo. Sauf que Joshua n'a jamais été champion du monde linéaire. Il aurait dû l'être, à mon humble avis. Voilà, il aurait dû l'être, puisque Fury était champion du monde linéaire quand Joshua a affronté Klitschko en 2017, à Wembley d'ailleurs. Dans un combat cultissime, magnifique. Si vous l'avez jamais vu, allez-y, foncez. Quel combat, quelle guerre, incroyable. Ouais. Un des plus belles uppercuts de l'histoire de la boxe, je pense. Vraiment. Et après le follow through derrière. Ah ouais, non, et puis l'uppercut, tu comprends pas comment il lui a, enfin, Attends, les muscles on va en parler après. On va en parler après. Ouais, on va parler, oui, en plus, on va en parler après. Donc, je dis rien. C'est surtout pour dire, Joshua aurait dû être champion linéaire parce que, au moment du combat Joshua contre Klitschko, Fury est encore à la retraite. Enfin, à la retraite. Il est en dépression, il a rendu vacant toutes ses ceintures, il compte pas revenir, il a jamais dit qu'il reviendrait. Techniquement, il est à la retraite, et quand quelqu'un part à la retraite avec le titre linéaire, puisque Fury avait battu Klitschko qui était le champion linéaire, donc il était devenu champion linéaire, le championnat linéaire peut se perdre que en perdant dans le ring. Sauf si tu décides, sauf si tu pars à la retraite et du coup, bah, tu le rends vacant par définition. Et dans ce cas-là, le titre linéaire est remis en jeu entre les deux combattants les plus sérieux de la catégorie. À l'époque, c'était clairement Joshua et Klitschko. Bien sûr. Donc, il aurait dû être remis en jeu. Fury est sorti de sa retraite finalement, donc ça fait sens, on va dire. Ça a donné raison au fait de pas avoir retiré le titre linéaire à Fury. Mais voilà, Joshua a jamais été champion linéaire alors qu'il aurait peut-être dû l'être. Ça, c'est un débat. D'ailleurs, la team Usyk le répète en boucle que Usyk est champion linéaire depuis qu'il a battu Joshua et pas depuis qu'il a battu Fury. Voilà, ça ils le disent, la team Usyk. Joshua aurait dû être champion linéaire. Après, voilà, ça c'est le championnat linéaire, c'est pas un truc officiel à proprement parler. À part avec la ceinture The Ring, j'en parle aussi dans la vidéo, mais c'est un bordel, c'est un peu compliqué à désigner. On va dire, c'est quand c'est unanimement reconnu, c'est cool. Quand il y a des trucs un peu chelous comme ça, c'est difficile à désigner le titre linéaire. Mais peu importe. Dans les faits, Joshua n'a jamais été champion linéaire. Ce qui est triste d'ailleurs, parce que c'est quand même un sacré champion du monde poids lourd quand même, qui restera dans l'histoire et qui est un futur Hall of Famer. Donc s'il prend cette ceinture IBF, il sera toujours pas champion linéaire. Aujourd'hui, le champion linéaire, c'est Alexander Usyk. Donc le titre linéaire sera remis en jeu Usyk Fury et Joshua s'il gagne, aura sa chance contre Usyk ou Fury. Probablement contre Fury. Sachant qu'il a perdu 2 fois contre Usyk. Voilà. Et puis bon, le money fight, voilà. On sait lequel c'est, donc on sait ce que feront les Saoudiens. Donc ça, c'est pour vous remettre un peu de contexte. Mais Joshua peut quand même rentrer dans un cercle très fermé du genre de gars qui arrive à rebondir après des défaites, quoi. Ce qui est quand même rarissime, surtout chez les poids lourds, c'est difficile. La preuve, il y en a eu que 3 ou 4 dans l'histoire, et même de gars qui ont réussi à reconquérir leur titre une deuxième fois, je crois que c'est 17 dans toute l'histoire des poids lourds. Donc vous voyez, alors qu'il y a eu 110 ou 120 champions du monde. Voilà, donc c'est très faible, c'est difficile de reprendre son titre. Et il affronte un Daniel Dubois, du coup, qui est champion du monde, qui a été promu champion du monde après donc la ceinture vacante, la ceinture rendue vacante par Alexander Usyk. Donc Dubois, l'enjeu de ce combat, c'est évidemment un shot à l'Undisputed derrière. C'est l'enjeu de ce combat. C'est prendre le vainqueur de Usyk Fury, sachant que les deux qui sont à l'affiche ont perdu contre Usyk. Donc Usyk, son héritage vieillit de mieux en mieux quand même, vraiment. Mais les deux ont perdu contre Usyk. Ce qui veut dire que personne n'a trop envie. Et puis les deux ont perdu de façon criante contre Usyk, contrairement à Fury pour le coup. Voilà. Donc bon, tu te dis, est-ce que t'as envie de voir un rematch Dubois-Usyk ou Joshua-Usyk? Pas forcément. Mais néanmoins, c'est quand même le fait d'avoir la ceinture IBF, ça peut te permettre de réunifier les ceintures derrière et d'avoir un autre combat undisputed contre le vainqueur donc de Usyk Fury. Ça, c'est l'enjeu sportif. L'enjeu un peu plus personnel et politique.
Ah oui, il y a l'enjeu financier évidemment, Mhm. mais c'est Joshua de prouver qu'il a là c'est vraiment il est revenu pour de vrai Ouais. parce que c'est sa plus grosse opposition depuis Usyk. On va en parler un peu plus en détail, mais c'est sa plus grosse opposition depuis Usyk. C'est la première fois qu'il se reprend à un gros cogneur et tout. Donc c'est le moment de prouver que Joshua est de retour et qu'il est même meilleur qu'il a jamais été, Ouais. comme c'est un peu le cas, enfin comme ce que disent les experts et les médias depuis quelques semaines là, C'est c'est l'impression, je le pense petit que truc qui monte, d'ailleurs, même voilà, les fans, hein, d'ailleurs, même les même les fans, fans. tout le monde se dit ça et c'est Moi je pense qu'il a exceptionnel. jamais été aussi bon qu'en 2017, mais bon ça on va en parler. Ouais, tu vois. Dubois, lui son truc c'est il y a deux trucs, de dire je suis un vrai champion du monde parce que si tu bats Anthony Joshua, même si ta ceinture tu l'as gagnée en étant promu hors ring on va dire, si tu bats Anthony Joshua t'es champion du monde. Tu peux dire je suis champion du monde, ta ceinture elle prend une valeur d'un seul coup, tu prends un pédigré de dingue et il serait sur un run quand même Miller, Ergovic, Joshua, bon, ça commencerait à avoir de la gueule et lui aussi c'est pour montrer qu'il est capable de rebondir. Après ces deux défaites où il a été accusé d'abandon et nous les premiers on a été assez critiques avec Dubois, Ouais, c'est vrai. avec tout le respect mais on a été assez critiques avant le combat contre Miller notamment et avant le combat contre Ergovic, les deux fois on l'avait donné perdant limite en disant qu'il avait pas le cœur, qu'il avait pas ce qu'il fallait. Mais il y a beaucoup de gens Ouais. qui ont dit ça parce qu'il a abandonné contre Joyce. Encore une fois, il a bien fait. Sinon aujourd'hui, il serait peut-être aveugle et il est main event de Wembley. Donc nous, on dit ça depuis notre canapé. Ouais. Lui il va prendre des millions. Donc apparemment, il avait raison. Et contre Usyk, où effectivement, il tombe sur un jab et il se relève pas parce que tu sens qu'il en a marre de prendre des coups dans la tronche. Donc il a abandonné deux fois. Ces deux plus gros combats de sa carrière, finalement, il les abandonne. Voilà. Donc il a été très critiqué là-dessus. Sauf que depuis, il a évolué. Donc maintenant, parlons du combat en lui-même. Maintenant qu'on vous a mis un peu de décor, on parle de la bagarre. Qu'est-ce qu'on s'attend à quoi, Kabir? Bah, ça va être déjà une très belle opposition, une grosse opposition de style d'abord, parce que en fait, on a deux combattants qui boxent pas du tout de la même manière. Et donc, au-delà, là, on va pas parler de l'aspect, comme tu disais, abandon de cœur, ça va venir un peu après, mais vraiment sur l'aspect boxe pur et style de boxe, on est sur deux combattants assez différents. On a un Dubois qui a fait évoluer sa boxe depuis ses dernières défaites et qui a notamment amélioré son style en matière de défense et de gestion de l'effort et gestion de la distance. Et ça va être une des clés du combat, comment il va pouvoir gérer la distance. Et donc en gros en 3 points assez bref, Dubois il est lourd, puissant, il a comme tu le disais en fait, c'est le plus gros cogneur que Joshua va affronter depuis un long moment. Je pense que bah le Depuis dernier Ruiz. gros on en parlait voilà, on en parle en off, le dernier vraiment gros cogneur avec les points vraiment lourds qu'il a boxé c'était Ruiz et c'était il y a 4-5 ans maintenant donc 2019. Ouais. ça remonte vraiment beaucoup. Et donc Dubois, il a des coups lourds. Et quand on parle de coups lourds, on parle ne serait-ce que son jab, même son, tu sais, il a un jab. Et déjà dans la manière du jeu de jambes, il a tendance à se jeter, enfin se Ouais. jeter, Un à aller stepping d'avant jab, en ouais. arrière et à Ouais. mettre beaucoup de poids Ouais. sur ses pieds à chaque coup, notamment sur le pied avant quand il essaye de casser la distance. Et donc en fait, il a un jab qui fonctionne un peu comme un cran d'arrêt. Souvent dans les vidéos quand je parle du jab ou même quand justement quand on commande des événements de sport de combat en général, le jab ça a souvent la même fonction qui est à la fois de gérer le rythme, la distance et aussi de pouvoir gérer et timer tes combinaisons. En fait, lui, son jab à lui seul, il suffit. Et t'as même des experts, bon ça je partage pas forcément l'avis, mais qui disent qu'il a un jab très très lourd et l'un des meilleurs jabs en tout cas et des plus puissants de la catégorie actuellement en tout cas de nos jours. Moi, j'ai vu ça, ceux qui disaient le meilleur jab, notamment l'ancien entraîneur de Team GB, donc Mm. qui a entraîné et Joshua et Dubois, et qui disait que Joshua avait la plus grosse droite qu'il avait jamais ressentie et que Dubois avait le plus Le gros plus jab gros qu'il jab. avait jamais ressenti. Ça, je veux bien le croire. Par contre, quand il disait qu'il avait le meilleur jab de la catégorie, on est dans une catégorie où Tyson Fury, Alexander Usyk Que qui ont des j'allais dire, en jabs fait, surréalistes. que j'allais dire, j'allais les mettre en perspective avec Usyk et Fury. Bon, Eux, ils ont tranquille des quoi. jabs qui viennent ils viennent de Ouais, l'espace. Mais ouais, en ouais. tout cas, je pense que, en tout cas, en termes de puissance pure, Oui, Dubois j'ai est l'impression au-dessus, ça que c'est sûr. le jab de Dubois, il doit partir comme un bras arrière. Tu Bah, tu dois le vois, sentir. Miller, comme il l'arrête sur un Ouais, jab, là, je sais pas si vous voyez ça. Miller, il est Miller, il fait 130 kills, hein. Il fait 130 kills, il arrive, il prend un jab de Dubois et vraiment, il est arrêté dans son élan. Enfin, c'est c'est vraiment, un il cran prend un d'arrière. mur dans la gueule. Donc, Ah ouais, effectivement, en termes de puissance pure, bah, de toute façon, la guerre du jab, Dubois la gagne contre Joshua, hein. Joshua, le jab, c'est vraiment le rangefinder. C'est pas son outil. Je pense que c'est ça. Et effectivement, tu fais bien de parler de cette partie de distance-là parce que je pense qu'il y aura beaucoup de, entre guillemets, stick and move de la part de Dubois dans le sens où il va avancer, envoyer un gros jab,
s'il est proche du coin, essayer d'enchaîner pour essayer d'y aller un peu, pas sale, mais d'y aller avec des combinaisons, en variant les cibles, en travaillant au corps, pourquoi pas un peu trop bas, je sais pas. C'est une crotte de nez, ça, par rapport à ses anciens combats, mais en tout cas, il va travailler au corps, il va travailler sérieusement au corps, bon crochet du gauche au corps. Et il a un sacré rythme quand même. Et c'est vrai que on a tendance à voir Joshua comme une bête physique, un athlète physique, ce qui est le cas, bien sûr. Ouais. Mais en termes de résilience, de caisse et de cœur, et là je pense que c'est le bon moment d'en parler. Dubois, il y a eu un gros step-up là depuis ces 3-4 derniers combats. Où mine de rien, il arrive à quand même faire durer les combats. C'est pas un type qui va dès le premier round aller à la guerre. Il arrive à poser, à sortir et rester dans la distance au bon moment et à attaquer quand c'est bon. Et puis quand il en un prend, peu plus de résilience aussi. Ce que j'allais dire, quand il en prend, parce que contre Ergovic, il en a pris quelques-unes. Hein. Wow, sur les 3 premiers rounds, il s'est fait ouvrir la tronche. Il a pris des bras arrière dans tous les sens. Je m'en souviens, on n'était pas confiant. Ouais. On n'était pas confiant au début quand on voyait parce qu'on savait qu'Ergovic pour nous, 4e round, c'était fini. Hein. Et Dubois était KO. Il est revenu des enfers et franchement, il a fait un excellent fight. Et justement, ce qui est dingue, c'est que même passé la deuxième moitié de combat, il conserve toujours cette puissance qu'il a au premier, quoi. Ouais. Il arrive toujours à boxer lourd, à envoyer des belles combinaisons, et en termes de cardio, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai l'impression que Dubois, il a une condition physique il est bien au-dessus de celle de Joshua. Oui, il est monstrueux. Il est jamais fatigué. C'est ça en fait, que tu vois, ça me fait toute proportion gardée. Et Dieu sait que j'aime beaucoup Joe Frazier, mais tu sais en termes de qui avance tout le temps, et de mecs qui s'arrêtent pas en fait. Ouais. En fait, tu regardes le premier ou le 8e round, tu sais même pas. Tu peux regarder le 8e round, tu sais même pas. On dirait qu'il en a même pas fait. Tu vois, il a un gros rythme et c'est ça qui pourra. Ça peut être une des pistes, c'est avoir Joshua à l'usure. Maintenant, pour passer sur Joshua, effectivement, alors, là, je fais juste une transition sur Dubois. Effectivement, pour Dubois, il a donc je sais pas si vous avez déjà vu Dubois en interview ou en conférence de presse et tout. Et c'est vrai qu'il a pas l'air, on va dire, très à l'aise à l'oral et il est très. Il est mou. Il fait un peu bébête. C'est un truc qui revient souvent, ça, sur Dubois, que les gens prennent de haut, etc. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas la vie de Dubois, ça a été école à la maison, etc. Parce que justement son père voulait en faire un champion du monde poids lourd. Donc Dubois à 5 ans, il était chez lui, son père lui tenait les pattes et ça tapait. Et après c'était école à la maison parce que c'était 4 heures de boxe par jour. Donc ses skills sociales sont un peu particulières, on va dire ça comme ça. Il a un peu de mal socialement. C'est pas qu'il est bébête ou je sais pas quoi. Non. C'est que il a été élevé en fait que pour la boxe. C'est-à-dire il y avait que ça dans la vie de son père. Son père lui a transmis que ça. Et il attendait rien d'autre de son fils que de devenir champion du monde poids lourd, vraiment. Et son père le dit. Et son père a une importance majeure. Et d'ailleurs, le combat contre Ergovic, son père se lève. Il est au premier rang à côté de Turki, là. Il se lève et il gueule pendant un des interrounds sur Dubois en lui disant mais qu'est-ce que tu fous et tout. Et Dubois vraiment tourne la tête et il n'écoute plus que son père. Il y a plus personne qui existe autour. Il écoute que son père et c'est là où il revient d'ailleurs. Et il explique ça dans les interviews qu'il a fait là cette semaine sur la Media Week. Et évidemment, il a changé d'entraîneur. Il a été, il s'est associé à Don Charles. Ça, c'était depuis le combat contre Usyk. Après le combat contre Usyk, c'était le premier combat. Ça faisait que quelques mois qu'ils étaient ensemble avec Don Charles. C'est trop court. Pour voir ce que donne une association entre un boxeur et un entraîneur. Mais depuis Miller et Ergovic, on a vu ce que ça donnait. Don Charles a fait un sacré travail, surtout dans la tête, j'ai l'impression. Exactement comme Don Charles, entraîneur de Tony Yoka d'ailleurs, et entraîneur de Chisora. Je pense que c'est l'association, une des associations les plus connues de la boxe. Alors il a eu 1 milliard de champions du monde, Don Charles, mais Chisora et Don Charles, ça fait quand même des années que ça dure. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Voilà. Ce qui fait penser que du coup on passe à Joshua. Je vais te passer la main. Mais Joshua qui depuis qu'il s'est associé à Ben Davison. Pareil, hein. Ben Davison, je crois qu'il a beaucoup travaillé là-dedans. Il est connu pour ça. Ben Davison, c'est lui qui a remis Fury en route, par exemple, après la dépression de Fury en 2018. Oui. C'est lui qui a remis Fury en route. Donc Ben Davison, c'est un cérébral. C'est un mec qui analyse les combats et qui analyse les adversaires pendant des centaines d'heures sur cassette. Et surtout, c'est un mec qui travaille beaucoup là-dedans parce qu'il sait que c'est hyper important pour un boxeur. Encore plus que la technique. Surtout quand tu récupères des mecs comme Fury, Joshua et tout. À ce moment-là de leur carrière, t'as pas grand-chose à leur apprendre techniquement. On va être un peu sérieux. Voilà. Tu peux juste les polir. Tu peux pas. Voilà, c'est ça. Et c'est souvent dans la tête que ça se passe. Des mecs à ce niveau-là, qui ont déjà été champions du monde et tout, ils ont ce qu'il faut. Faut juste leur rappeler qu'ils ont ce qu'il faut.
Ben Davidson a fait un super boulot sur Joshua, qui est sur 4 grosses victoires, même si effectivement le combat contre Franklin c'était pas dingue, mais c'était un combat de reprise après la double défaite contre Usyk. Ensuite on a eu le combat contre Helenius qui devait être le rematch contre Dillian White. Pareil, c'était pas flagrant, sauf que le KO est énorme, donc ça compense un peu le combat. Le combat contre Otto Wallin, qui là est vraiment très beau combat. Là, c'est autre chose. Le combat contre Wallin, c'est un délire. Surdomination de Joshua, le combat est parfait. Ça finit sur TKO, sur abandon même. Et le combat c'est une masterclass du début à la fin. Voilà, c'est géré à la perfection. Et Wallin, c'est un gros contender. J'allais te dire, Wallin, il a fait un très très beau combat en plus. Hein. Il a fait ce qu'il voulait, mais bon, il était juste trop fort Joshua. Et après, Ngannou. Ngannou, bon voilà, il s'est passé ce qui devait se passer, mais ça montre un truc. Ça montre que Joshua a retrouvé confiance en sa main arrière. Ce qu'il avait complètement perdu depuis la première défaite contre Ruiz. Il a vraiment retrouvé confiance en son bras arrière et ça s'est vu, notamment contre Ngannou où les timings, en fait, il osait prendre les timings et que vous avez vu comme il l'éteint. On le sait, hein, Joshua, il a un direct du droit qui est un des meilleurs de la catégorie en termes de puissance et de vitesse. Il est vraiment rapide de ses mains, Joshua. Donc, on s'attend à quoi du côté de Joshua, Kabir, les clés de la victoire, etc. Bah effectivement, côté Joshua, tu parlais de son segment arrière, de son bras arrière qui est ultra puissant. Au-delà de la puissance, c'est plus le setup qui est intéressant. Donc la manière qu'il a de l'amener, parce qu'en fait, les gens seront pas bêtes. Je pense que même un mec qui a jamais fait de boxe, il voit Anthony Joshua, il dit faut pas que je me prenne sa droite. Mais le truc c'est que il arrive à varier à la fois les angles, c'est-à-dire qu'il est de manière très subtile, il arrive à orienter, à gérer son jeu de jambes, même s'il a un jeu de jambes plutôt stationnaire par rapport à un Dubois qui, comme je vous le disais, il a tendance à aller d'avant en arrière, de mettre beaucoup de poids vers l'avant. Dès qu'il sent que c'est pas trop bon, il repart en arrière, puis il repart en avant avec un gros jab lourd. Là, en fait, on a un Joshua qui est plutôt stationnaire, qui était de garder le contrôle et le centre du ring en général, mais qui, quand il arrive à couper, gêne avec son jab et envoie le bras arrière. Il a une arme assez intéressante, c'est son jab au corps qu'il utilise à la fois pour repousser l'adversaire, mais aussi pour quand même bien l'entamer physiquement. On sait que Dubois, lors de son dernier combat contre Ergovic aussi, a eu quelques failles par rapport au coup au corps, même s'il est assez résilient. Il en a pris quand même pas mal. Et surtout, ce qui est très inquiétant, en tout cas, à mon sens, pour Dubois, c'est que même Ergovic, et avec tout le respect que j'ai pour Ergovic, bien sûr, même Ergovic a réussi à le toucher plusieurs fois avec une combinaison, somme toute, assez simple, une au corps, deux à la tête. Donc, je me dis ça, contre Dubois, ok, déjà, Ergovic t'a touché, t'étais pas bien pendant quelques secondes, mais contre Joshua, ça passe pas. Donc, il va falloir qu'il fasse super attention sur le plan défensif Dubois, parce que Joshua, il a déjà une science du contre qui est quand même exceptionnel, qui pour moi est au top du top. Je pense que honnêtement, dans cette catégorie, je vois pas meilleur contreur. Là, je réfléchis, t'as Usyk qui est super intelligent. Usyk et Fury quand même qui à minima qui sont à ce niveau-là quoi. Ouais, à ce niveau, en tout cas même niveau. Donc tu le mets sur le même niveau. Et en tout cas sur le contre à longue et mi-distance, c'est exceptionnel. Et justement, autre arme dont on a parlé un petit peu, c'est ce fameux uppercut du droit qui a mis beaucoup de gens dans l'espace. Et tu parlais de Joshua en 2017. Le Joshua 2017 contre Klitschko, c'est l'uppercut du droit qui a fait des ravages. Donc, il lui arrache la tête. Et le truc, c'est que ça fait des années. Entre temps, l'uppercut, il a pas vieilli. Bien au contraire, il est devenu encore plus létal. On l'a vu aussi contre Otto Wallin. Donc je pense que à mi-distance, à courte distance, il a l'uppercut du droit qui sert comme cran d'arrêt lui aussi. C'est vraiment un coup qui peut. L'uppercut contre White aussi en 2015 d'ailleurs. Ouais, qui envoie White carrément à travers les cordes. Oui, il peut étendre net. Dubois, aussi résistant qu'il soit, il peut clairement mettre KO Dubois sur un uppercut du droit en contre. Et moi, personnellement, je me fais un peu le fight dans ma tête et je me dis, je le vois vraiment. Pour me mouiller, je vois vraiment Joshua gagner par KO et sur un contre type uppercut du droit. Okay. Sur une très belle séquence de ce genre-là. Mais en gros, ouais, c'est ça. Les armes pour gagner, c'est vraiment Joshua et son bras arrière, notamment son uppercut du droit. Dernier main event combat championnat du monde poids lourd à Wembley, ça s'était fini sur un uppercut du droit dans le 6e round. Fury qui avait mis le KO à White avec un uppercut du droit. Donc peut-être que c'est la nouvelle mode. Mais moi, je vois, honnêtement, pour me mouiller, je dirais vraiment. En fait, j'ai revu là le combat Dubois-Ergovic. Et les 3 premiers rounds de Dubois, encore une fois, le nombre de droites qu'il prend. si c'est Joshua qui les met, c'est fini. Il passe pas le 3e round. Donc,
si on part du principe, en fait, si tu pars sur les deux derniers combats, en fait, cette expression qu'ils ont les Anglais, qui veut dire en gros que ton dernier niveau, bah, c'est celui de ton dernier combat. Enfin, ton niveau actuel, pardon, c'est celui de ton dernier combat. Je pense vraiment que Joshua assassine Dubois, voilà, parce que Joshua sur son dernier combat, il met une masterclass de bras arrière à Ngannou. Qui est quand même un mec solide physiquement. Est-ce que tu comptes le combat de... C'est ça le truc aussi. Je le compte pour une simple et bonne raison. C'est que Ngannou est surrésistant. Je le compte pas sur la partie technique. Je dis pas, Joshua s'est amélioré techniquement, il a été bon défensivement et tout, ça on s'en fout. Okay. Par contre, Joshua a été létal comme il sait l'être, comme il l'était à une époque. Là, les KO sur Ngannou, ça ressemble à l'époque les KO sur Charles Martin, tu vois. Oui. C'est-à-dire le mec, il est en train d'avancer, il prend une droite et boum, il rebondit quoi. Et du coup, ça me rassure sur le fait que Joshua a retrouvé confiance en son bras arrière, qu'il a plus peur de prendre des coups, parce que contre Ngannou, la seule chose dont t'as peur, c'est de prendre des coups. Tu te dis, le mec, il peut m'arracher la tête, même si c'est pas un boxeur, tu vois. En plus, t'as vu la presta contre Fury et tout, bon, tu sais qu'il peut te faire mal. À mon avis, ce Joshua-là, avec la défense un peu, la garde un peu lâche, on va dire, de Dubois, un peu avec quelques espaces, surtout dans les premiers rounds. Exact, au niveau des... je pense que malheureusement, enfin, s'il en laisse passer 3-4 bras arrière, c'est foutu, parce que, et donc, les derniers combats, moi j'adore ce main event parce que c'est vraiment un vrai combat de poids lourd avec deux énormes cogneurs, peut-être les deux plus gros cogneurs de la KT actuellement en fait, hormis Jang parce que Jang c'est un extraterrestre. Et Bacolé mon chouchou. Mais et Bacolé c'est vrai. Et Bacolé aussi, oui non c'est vrai par contre. Bon, enfin t'es dans le top 2, on va dire, enfin t'es dans le top 4 des plus gros cogneurs de la KT. Voilà, c'est deux des plus gros cogneurs de la KT. Tu dis que bon, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, c'est un vrai combat de championnat du monde poids lourd, un vrai de vrai. Mais vraiment, si Dubois fait les mêmes erreurs défensives que contre Ergovic, contre Joshua, c'est mort. Ouais, moi c'est troisième round KO Joshua quoi. Troisième round KO. Ok. Moi je vais. Si je me mouille, je dirais ça. Ok. Moi j'aurais dit ouais entre 5 et 6, uppercut du droit, dodo, hôpital. Et ça se trouve, Dubois va nous surprendre, mais je pense que Joshua est quand même très largement favori. C'est très beau. Et franchement, si Dubois gagne, je serais très content pour lui. Ah oui, bah bravo pour lui. Et puis Jang, par exemple, qu'on avait en interview sur la chaîne, vous pouvez retrouver l'interview, annoncer Dubois vainqueur, lui. Parker, qu'on a eu aussi en interview, annoncer Joshua vainqueur. C'est assez divisé. Bon, Joshua est favori, mais il y a des gens qui voient Dubois tirer son épingle du jeu, arriver à exploiter certaines failles, parce qu'encore une fois, Joshua a pas affronté de gros cogneurs depuis Ruiz. Sur le deuxième combat, Ruiz arrive dans un état physique pitoyable, donc il arrive pas à mettre la marche avant. Et Joshua l'a gardé derrière son jab pendant 12 rounds. Mais du coup, le premier combat, Ruiz sur un short notice, mais qui est quand même relativement en forme, toute proportion gardée, il touche Joshua une fois vraiment, il le couche. Et avant, il y avait eu Klitschko en 2017 qui avait aussi couché Joshua. Joshua s'en était relevé et il avait gagné le combat par KO finalement au 11e, partie KO. Mais il était quand même tombé. Donc Joshua est quand même il a un cœur de lion, on le sait, mais il a pas le meilleur menton. C'est comme Fury, c'est comme Wilder. C'est des gars qui ont pas le plus gros menton. Par contre, c'est des gars qui ont un cœur de champion. C'est des vrais champions. Ils vont se relever. En fait. Ils vont se relever. Mais dans quelle proportion, si c'est Dubois qui te touche, pardon. Joshua a pas affronté tellement d'énormes cogneurs dans sa carrière en fait. Si tu regardes bien, depuis, il y a eu 2015 avec White. Il y a eu Klitschko en 2017 et même après quand il fait son run pour choper les ceintures, il affronte Parker par exemple pour la ceinture WBO. Parker c'est pas un énorme cogneur, on le sait très bien, c'est un technicien. Et après il y a Ruiz effectivement en 2019. Mais sinon, il n'y a pas un énorme cogneur. Encore une fois, Ngannou, ça compte pas. Je pense que Dubois, ça va être en termes de puissance pure, ça va être le plus gros challenge. Je pense, hein. Ça se compte en années, le nombre de gros cogneurs comme de là qui va affronter Joshua. Et donc, on a beaucoup parlé de la puissance de Joshua, mais il faut pas sous-estimer celle de Dubois et ça peut être un de ses atouts, effectivement. Qui est peut-être même encore plus fort physiquement que Joshua, aussi fou que ça puisse paraître. Sur le physique pur, je pense que Dubois est peut-être un cran au-dessus physiquement. Même cardio, par contre, c'est deux monstres. Menton. Tu les vois au face-off, c'est non, mais là, j'ai la photo juste à côté, ils sont devant Wembley avec leurs grosses mains, leurs mains sont comme ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pour ça, c'est un combat
excitant. C'est un combat de championnat du monde poids lourd, c'est deux gars qui sont à plus d'1m95, qui sont à 110, 115 kilos de muscles bruts, voire 120 peut-être pour Dubois. J'ai vu qu'il y avait certains, notamment Gareth Davis pour ceux qui connaissent. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentateurs britanniques qui commençaient à dire que Joshua avait l'air un peu plus large que d'habitude. Ouais, Apparemment, il aurait pris quelques kilos, peut-être pour contrer justement, et peut-être pour aller chercher un vrai gros KO sur Dubois. Vous savez que le poids, ça a son importance chez les poids lourds. Joshua, il est quand même assez constant sur son poids. Dubois aussi, c'est quand même deux vrais athlètes hors du commun. Qu'est-ce qui me tarde? Oh là là. Ouais, en plus c'est cool, on va être là-bas, je suis comme. Oui, en plus on sera à Wembley effectivement, et on sera faire des vidéos d'école demain matin pour couvrir toute la Fight Week. Mais ouais, il tarde là parce que vraiment, en fait, la dernière Fight Week que j'ai fait moi du coup c'était à Riyad et c'était incroyable parce que l'enjeu du combat était incroyable et que voilà, c'était Fury Usyk, c'était une carte de fou, c'était un combat de fou, c'était le combat du siècle, le premier undisputed du 21e siècle, donc c'était quelque chose. Mais mes souvenirs de Wembley en 2022 quand même et de tout ce qui se passe autour pendant la Fight Week à Londres, c'est pas la même. Je vous dis, l'engouement du public, c'est autre chose. Les Britanniques niveau boxe, je pense que c'est le meilleur public du monde. Ça fait du bien quand Sweet Caroline va partir avec 95 000 personnes. Je peux vous dire que c'est autre chose. Et même pendant les salut Raja, même pendant la Fight Week, pendant les événements de la Fight Week, les pesées, les conférences de presse et tout. C'est quelque chose, vraiment. Et à Riyad, c'était cool parce qu'il y avait les Ukrainiens et les Britanniques qui s'étaient déplacés, donc il y avait des chants de supporters un peu comme au foot, quoi. Mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu, je pense, une Fight Week aussi dingue et un main event, enfin une Fight Night aussi dingue. Bah, je pense vraiment depuis Fury White, honnêtement. Ouais, ça va être dingue, ça va vraiment être dingue. Et puis ils ont été généreux avec la carte, ils nous ont fait une belle sous-carte, donc ça va monter tranquillement. Je vous conseille. C'est là, on a la chance d'avoir un décalage horaire très léger avec l'Angleterre. Oui. Je vous conseille de vous brancher sur DAZN dès le début, quoi, parce qu'il y aura de très beaux combats. Je pense que ça va finir tard. Par contre, je vous préviens un peu à l'avance, je pense que ça va finir tard parce qu'ils essayent de se caler un peu sur les horaires américains quand ils sont en Europe. Donc, il y a un monde où ça finit à 2h du matin. Je préfère vous prévenir. Surtout qu'il y a un interlude entre, je pense, le co-main et le main avec Liam Gallagher, donc un des frères d'Oasis, qui chante. Bon, ça. Alors, je vous le dis encore, pour avoir vécu des événements en live, pour les gens qui seront dans le stade, ça va être une folie furieuse de voir Liam Gallagher chanter, tout le stade chanter, parce que Oasis, en Angleterre, je veux dire, les gens connaissent les chansons, et pas que Wonderwall. Ça va être un truc de fou, vraiment. Par contre, pour les gens devant leur télé, c'est le moment peut-être le moment d'aller aux toilettes ou de faire chauffer les popcorn, quoi. C'est peut-être le moment de faire une petite pause ou de commander, je sais pas, les wings. Enfin, c'est voilà. Peut-être le moment de débrancher parce que il y a un monde où ça dure 1 heure pour 15 minutes de concert. Voilà, je vous dis. Voilà. On en parlera de leur gars. Bah, je suis curieux de voir parce que là, je vais le vivre en vrai. Tu sais, ça m'avait un peu. Je te dis la vérité, ça m'avait fâché l'attente entre le Common et le Main, à la fois pour Fury, pour Ngannou Fury. Ah, Ngannou Fury, c'était une dinguerie. Pour Ring of Fire. Ring of Fire, justement, j'étais sur place, c'était incroyable. Tu m'as dit que la prod était ouf et tout. Ouais, c'était fou. Nous, côté télé, on était comme des dingues. Non, mais j'imagine. Mais c'était fou. En plus, on savait pas que ça allait arriver. T'as des trucs qui descendent du ciel, des lasers qui partent de partout. Un mec qui est à 20 mètres de hauteur sur un cube en verre en train de rapper. T'es là, tu fais ah ouais, d'accord. Avec Michael Buffer qui derrière présente les combattants et tout. La transition entre le concert et l'entrée des combattants, c'était le truc le plus smooth que j'ai vu de ma vie. C'est Michael Buffer, une vidéo de Michael Buffer qui fait la transition entre les deux. Enfin, c'était incroyable. Donc ça, pour le coup, en live, moi, c'est un méga souvenir. Et même mon combat à Wembley, Fury White, je me rappelle m'être dit, c'était long entre le co-main et le main, mais je me rappelle me dire, en fait, t'as de plus en plus de monde dans le stade, il commence à monter un peu la musique, ça commence à chanter. Enfin, c'est vraiment pas pareil que l'espèce de caméra grand angle fish eye que t'as pour le flux international à la télé, tu vois. Oui, donc, tu vois rien, t'as pas l'ambiance, t'as pas les gens qui chantent en fait, et t'as souvent un mec tout seul dans une cabine qui commente et qui dit oui, oui, bon bah on se retrouve après la pub. Enfin, quand t'es en live, c'est autre chose. Et je pense que ce genre de show, et surtout un show à Wembley, il est pensé pour le live en fait. Il est pas pensé pour les gens qui regardent la télé. Totalement, et c'est aussi pour ça qu'ils ont entre guillemets fait kiffer en baissant les prix, en proposant un pay-per-view à 20 €. C'est aussi pour rendre le truc populaire et pour se dire bon.
bon, on sait que ça va être un show en live. On aura presque 100 000 personnes à Wembley, mais on veut quand même faire kiffer. Et je pense que c'est aussi pour contrer tout le piratage, pour aussi rebooster le fight, parce que je pense que tout le monde connaît Joshua. D'ailleurs, dédicace à un ami à moi qui a commencé la boxe grâce à Joshua. Dédicace à Alpha. Vous le voyez dans le placement de produit, c'est lui qui me montre le téléphone. Lui, il m'a quand on parlait de Joshua que il a découvert la boxe et il a fait de la boxe grâce à Anthony Joshua, tu vois, pour te dire l'impact qu'il a. Et tu vois, ils mettent Dubois face à lui, même si c'est lui qui a la ceinture, c'est pas forcément lui la star. Non, c'est Joshua la star, c'est Joshua. Tu vois, il y a tout le truc qui fait que en fait, on est sur un contexte assez spécial et tout est fait pour pousser au maximum l'événement. Et donc, je pense que ça va être un gros event et on va tout faire pour vous filmer un maximum de choses. Oui. Dès demain, ça balance. Et moi, vendredi, je le rejoins et puis on essaiera de faire des trucs sympas aussi, quoi. Dès demain, ça balance. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Joshua et même toute la team Joshua et tout, ils ont pour montrer que c'est Joshua la star, ils ont un élément de langage qui est intéressant. À chaque fois qu'ils parlent de Daniel Dubois, ils disent Daniel Dubois earned this shot. Donc il a gagné sa chance d'affronter Joshua alors que c'est lui le champion du monde. Et c'est vrai. Don't disrespect me. C'est lui qui dit. Oui, putain, cette scène elle est incroyable. Ouais, mais après il a raison parce que le money fight c'est Joshua qui le ramène là. Oui, c'est vrai, Joshua. Si c'est Dubois contre n'importe qui d'autre de la KT en fait, à part Fury qui est anglais, mais n'importe qui d'autre de la KT, c'est pas Wembley, tu vois. Il remplit pas Wembley. Et donc c'est Joshua contre n'importe qui d'autre, ça remplit Wembley. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, même sans manquer de respect à Daniel Dubois, parce que vraiment c'est un super combat. Moi je suis trop content. Le fait de dire Joshua va gagner par KO au troisième, c'est parce que justement je me mouille et je vais aller au bout de mon idée. Mais c'est un super combat qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Enfin, c'est vraiment un vrai combat de poids lourd. J'adore. Ce serait même pas délirant que Dubois chope la ceinture. Mais non, vraiment. Et moi, c'est un petit, pour moi, c'est un bon 60-40. Non, c'est trop bien comme combat. Moi, je suis trop content et voilà. Je suis vraiment trop content. Et du coup, effectivement, les liens d'Azone sont dans la description. Et je suis content de enfin voir Joshua boxer en live. J'ai jamais vu boxer en live et c'est vrai que moi, pareil, c'est un des boxeurs. Alors pas qui m'a donné envie de faire de la boxe parce que ça faisait déjà 20 piges que je faisais de la boxe quand il est arrivé au haut niveau. Mais déjà, je l'ai vu boxer à Londres en 2012, donc j'ai jamais vu boxer depuis qu'il est chez les pros, mais je l'ai vu boxer au JO de Londres en 2012. Et surtout, je sais, je me rappelle son combat contre Dillian White. Mehdi à la fin du combat. Ah ok, là on vient d'assister à la naissance de quelque chose. Ouais. Et ça va être lui qui va dominer la catégorie. Et je pensais même qu'il irait battre Fury. Fury à l'époque était annoncé contre Klitschko et après il y avait le rematch contre Klitschko surtout qui était annoncé. C'était avant la dépression tout ça et j'avais vraiment moi dans ma tête Joshua Fury allait se faire très vite et Joshua allait gagner le combat. À cette époque-là pour moi Joshua était un cran au-dessus. Et je maintiens que Joshua 2015, 2016, 2017, c'était vraiment un sacré monstre. Ouais. Et si cette version-là de Joshua est meilleure, plus intelligente, plus mature, plus posée, bon, voilà. La renaissance, même finalement un troisième combat contre Usyk, ça se tente, quoi. Ouais. Et puis surtout un Fury Joshua, pitié. Enfin, il faut avant la retraite là. À Wembley, on n'a pas le droit de pas l'avoir ce combat. À Wembley, on repart direct. Hein. Bah ouais, la question se pose même pas. Donc effectivement, je serai dès demain en Angleterre. Je prends l'avion à 8h du match, je crois. Demain matin. Donc demain matin. D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, je serai déjà en Angleterre en fait. Je viens de capter. J'arrive le mercredi matin en Angleterre. Je vous partage un maximum de trucs comme j'avais fait pour Ring of Fire à Riyad. On va essayer de vous partager un max de trucs. Kabir arrive vendredi matin. Donc à partir de vendredi matin, pareil, on vous partagera des trucs à deux et tout. On essaie de vous sortir un vlog un peu plus court que celui que j'avais fait pour Ring of Fire. On essaie de vous sortir un vlog, de vous faire vivre un peu les coulisses, surtout que cette semaine c'est très calme niveau MMA. Particulièrement il n'y a pas d'UFC et puis je crois pas qu'il y ait de grosses cartes MMA tout court, de gros pay-per-view, donc c'est une semaine assez calme, donc vous allez pouvoir quand même avoir du contenu. Ce sera de la boxe et si vous avez envie de vous remettre à la boxe, que ça vous intéresse et tout, c'est le moment ou jamais là pour le coup. Voilà, horaire décent, carte vraiment propre et main event de fou. Ouais. Voilà, ça va être une belle semaine, une belle fight week, même les conférences de presse, il y a de l'animosité un peu et tout. Il y a juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de haine, il y a juste ce qu'il faut d'animosité et de rivalité pour que ce soit propre. Voilà. Donc, preview, comme je vous avais dit, qui serait plus longue que d'habitude, que les dernières. On vous a pas fait une preview comme ça depuis le 5 versus 5, je pense. Mais bon, voilà. On pensait que c'était important parce que c'est quand même un gros combat, une grosse carte. Voilà. Donc, fallait en parler. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Kabir de nous avoir éclairé sur tes analyses, sur ces nombreux combats. Merci. Et puis, bon, évidemment, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Ciao.